Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce grand dialogue consacré à la santé au Mali. Journée mondiale de la santé oblige. Quel est l'état des lieux? Quel est l'impact de la chaleur et de la grève en cours sur la santé des Maliens? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons sur ce plateau M. Abdoulaye Guindo. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abdoulaye Guindo est chef section lutte contre la maladie à la Direction nationale de la santé. Et sur ce plateau, Jimé Kanté, qui est le représentant des syndicats de la santé. Bonsoir. Bonsoir. Ibrahima Kébé est aussi avec nous. Il est membre du mouvement Mardi Rouge. Monsieur Kébé, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons monsieur Mamadou Djouara qui est sociologue, donc il va nous aider dans les analyses. À la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Le grand dialogue. Bienvenue. L'actualité, c'est la journée mondiale de la santé qui se tient le 7 avril. Et l'Organisation mondiale de la santé alerte ainsi les politiques et les médias sur un problème de santé publique. Cette année, le contexte, c'est maintenant la dépression. Dans quel contexte cette journée est célébrée au Mali? Nous allons nous intéresser au thème qui porte sur la dépression et écoutons à cet effet le professeur Aruna Togora. Il est psychiatre à Point G. La dépression, c'est un trouble de l'humeur. L'humeur, c'est cette tonalité affective qui anime chacun de nous, qui nous fait qu'on soit content ou mécontent. On peut être considéré comme un problème de santé publique, mais la genèse, le traitement s'avère beaucoup plus difficile. Ça tend vers un problème beaucoup plus individuel et ça dépend de l'environnement, de pas mal de facteurs. La dépression, il y a plusieurs causes et ce ne sont pas des causes réelles même, ce sont des facteurs, on va dire des facteurs qui peuvent favoriser la dépression. Mais dire réellement ça, ce sont les véritables facteurs, c'est un peu difficile. Mais il y a deux sortes de dépression. Une dépression qui est ce qu'on appelle la dépression endogène, qui est liée à la structure même de la personne. Et il y a la dépression réactionnelle qu'on appelle psychogène, qui est liée au rapport entre l'individu lui-même et son entourage. Au Mali, il y a beaucoup de déprimés. Selon l'OMS, c'est à peu près 3% de la population générale. Et il y a des chiffres récents. Actuellement au Mali, ça va de 10 à 20% de la population. Quels sont les défis auxquels le pays fait face par rapport à la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie-là? Pour ça, c'est assez complexe parce que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la santé. Au niveau de la santé mentale, les acteurs sont très peu. Et dans la communauté même, dans la société malienne même les professionnels de la santé ne comprennent pas ce que c'est que la santé mentale. En psychiatrie, on ne bénéficie de rien du tout. Aucun avantage, aucun stimulant pour essayer de pousser les gens à venir vers la psychiatrie. Ça n'existe pas. Mais pourtant, ce sont des malades qui sont les plus en nombre, en prévalence que n'importe quelle autre pathologie. Par exemple, en psychiatrie, on ne voit pas moins de 2000 nouveaux malades par an. Ok. Mamadou Djouara, sociologue. Alors, quelle est l'analyse sociologique que vous faites de ce phénomène? La dépression. Ok, bon. C'est vrai que, premièrement, on a l'impression que c'est un problème purement médical. Mais en reprenant un peu les réflexions d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie scientifique, les problèmes de dépression qui très généralement sont présentés comme des problèmes psychologiques sont en fait les conséquences du rapport que l'individu a avec son environnement. Dans son ouvrage Le suicide, il étudie le suicide en France, il arrive à prouver que le suicide est plus le fait, la conséquence de la situation sociale, donc d'un fait sociologique qu'un fait psychologique. Dans nos sociétés, traditionnellement, nous avons un mécanisme social qui permet à l'individu de ne pas être isolé.
d'avoir plusieurs recours, plusieurs interlocuteurs pour pouvoir partager ses peines, partager ses problèmes. Il y a des mécanismes sociaux qui permettent à quelqu'un de se confier, de faire prendre en charge ses soucis et ses préoccupations. Mais nous sommes de plus en plus en train d'aller, avec l'effet de la modernisation, vers une société individualiste, où les familles deviennent des micro-familles, les gens sont accaparés par leur activité professionnelle, donc de moins en moins ils ont des attaches sociales, ils ont cette interaction avec les autres qui permet de diluer la pression des problèmes auxquels on est confronté. Donc du coup, l'individualité étant grimpante dans la société, les effets de la coercition sociale sur l'individu s'intensifient davantage et de plus en plus les gens tombent dans la dépression. Ce n'est pas une analyse médicale comme vous le savez, mais c'est vraiment l'analyse des facteurs sociologiques qui font qu'aujourd'hui, ce phénomène qui n'existait pas avant chez nous commence à prendre de l'ampleur. Oui. Dans son intervention, le spécialiste vient de le spécifier, la prévalence est beaucoup plus élevée. Alors, M. Abdoulaye Guindo, vous êtes chef section lutte contre la maladie à la Direction nationale de la santé. Alors, vous pouvez nous donner une idée par rapport au budget de la santé alloué à la lutte contre cette maladie? Ok, merci. Donc, je vous remercie en tout cas de cette initiative. Alors, avant de parler en tout cas de budget, donc, compte tenu en tout cas de l'ampleur du problème et aussi des groupes cibles spécifiques qui sont le plus souvent vraiment les femmes, surtout les femmes enceintes et les femmes avec des enfants malnutris et les vieilles personnes, c'est-à-dire à partir de 50-60 ans. Donc tout de suite, il y a eu un plan qui a été élaboré de 2010 à 2015 qu'on appelle la politique et plan stratégique. Oui, on va en arriver aux actions en cours, mais une idée par rapport au budget. J'arrive, oui. Et qui a été, parce qu'au fait, le budget se trouve un tout petit peu dans ce plan. Okay. Donc c'est pour cela que je voudrais vous dire cela quand cela a expiré. Donc aujourd'hui, bien entendu, comme vous le disiez, c'est les actions en cours. Donc il y a un certain nombre, en tout cas aujourd'hui, la lutte contre la santé mentale, dont la dépression occupe une place majeure, en tout cas dans la politique de la santé au Mali. Et le budget aujourd'hui, qui est dans notre politique et plan stratégique, s'élève à 1 milliard et quelques. Pourtant, le médecin, le spécialiste dit que c'est juste 1%, un tout petit peu plus d'1%, donc que c'est le parent pauvre même de la lutte contre les maladies. Oui, c'est pour cela que je disais que le plan a été élaboré, c'est avec ce plan maintenant que nous allons faire un plaidoyer auprès des décideurs pour une augmentation structurelle bien entendu et exponentielle des taux alloués surtout à la santé mentale. Peut-être que quand nous allons détailler ce plan, je vais vous dire en tout cas quels sont les montants affectés et ça et là, depuis la construction jusqu'au renforcement des compétences en tout cas du personnel à la décentralisation de la prise en charge. Ok. Ibrahima Kébé, vous êtes activiste, si on peut s'exprimer ainsi, membre du mouvement Mardi Rouge. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, une analyse sociologique, si l'on peut s'exprimer ainsi, par rapport à ces phénomènes? Merci. Je voudrais juste préciser que le Mardi Rouge Trataoulé n'est pas un mouvement, c'est juste le nom que porte une activité dont plusieurs organisations de jeunesse, surtout des quartiers de Bamako, portent aujourd'hui. Je pense que, comme il a dit dans son analyse, ça a un lien avec l'environnement. Et vu la gestion politique aujourd'hui de notre pays, l'environnement n'est pas du tout propice. Et nous ne serons pas étonnés qu'à la fin de 2018, au lieu de 20%, qu'on se retrouve avec 30 à 40%. Parce que dans tous les domaines de la vie nationale aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Il n'a pas voulu parler de la question du budget comme il le faut. Si j'ai bonne mémoire, en 2015 déjà, par rapport à la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national, c'était 500 millions qui étaient prévus, mais pour la présidence seulement, c'était 300 millions. Et par rapport au budget des 10 grands hôpitaux, toujours en 2015, et c'était 14 milliards 400 millions, si je me trompe, mais pour la présidence seulement, c'était 14 milliards 600 millions. Oui, donc ça veut dire en tant que tel, pour que l'environnement, pour que l'environnement soit vraiment propice et réduire la question de dépression, il faut vraiment mettre le paquet. Mais nous ne pouvons pas, parce que jusqu'à preuve de contraire, notre pays n'est pas souverain. Parce que c'est les institutions de Bretton Woods qui nous dictent dans tel ou tel domaine, il faut vous investir de telle ou telle manière. Donc on n'est pas souverain dans ce cadre-là. Donc la question de dépression va continuer tant que
le pays continuera à être géré de cette façon-là. Et pour finir, on va rentrer juste dans la question de la grève des médecins. Et bientôt un mois, jusqu'à présent. Ça va venir. Ça peut être une source aussi de la dépression. Ok. Donc, qui est à la base de ça? Et la question sera évoquée tout à l'heure. Ok, d'accord. Jimmy Kanté, vous êtes ici sur le plateau, représentant des 2 syndicats qui sont actuellement en grève. Alors, la dépression, c'est le thème cette année de la journée mondiale. Oui. Alors, quelle est votre analyse sur cette maladie au Mali? Bon, j'avoue que, à écouter tout à l'heure les spécialistes, j'ai été beaucoup surpris de voir que le taux de dépression augmente et qu'on parle de 10 à 20%. Moi, la question que je voudrais poser, qui n'est pas dépressif au Mali? Et il a évoqué des aspects très intéressants. Il parle de micro-famille. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que lorsque vous partez actuellement dans les villages où tout le monde mangeait dans la même tasse ensemble, que chacun ait son petit plat à côté. Donc plus ce phénomène prend de l'ampleur, plus je crois que la dépression, elle prend de l'ampleur aussi. Vous savez, au Mali, il y a un aspect très intéressant. Ça, c'est dû même à nos valeurs sociales, à nos valeurs traditionnelles. Nous sommes une société où les gens s'entraident beaucoup. Où difficilement une personne souffrant d'un handicap quelconque est laissée pour compte. Donc cela joue un facteur très important pour la réduction de cette dépression. Mais il y a des facteurs extérieurs, des civilisations extérieures qui viennent influencer nos traditions, qui font que de plus en plus nous sommes isolés, de plus en plus nous avons de petites familles. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec la bipolarisation, c'est-à-dire le fossé qui s'élargit de plus en plus entre riches et pauvres, la dépression, elle prend beaucoup plus d'ampleur et tout le monde est presque dépressif. Mais seulement, nous sommes de très bons comédiens. Le Malien est capable de passer toute la journée à rire, à sourire, alors que réellement, il est très dépressif. Donc, nous cachons très bien cette dépression et je ne pense pas que ce soit une enquête qui soit capable tout de suite de démontrer que c'est 20%. Toi, tu es dépressif, moi je le suis et beaucoup de gens le sont, mais seulement souvent nous ne le montrons pas. Ok, donc nous allons donc retourner à la technique pour écouter cette auditrice qui nous en parle. La dépression, pour moi, c'est un impact très défavorable actuellement dans nos pays, surtout en Afrique. Vous voyez la prolifération de jeunes malades mentaux qui traînent dans les rues. Très souvent, c'est dû à la dépression. Ok. Monsieur Ablaye Guindo, qu'est-ce que l'État fait pour ces dépressifs au Mali? Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez déjà quitté en tout cas au Pongé, où c'est le centre en tout cas de prise en charge de la psychiatrie. Et donc, comme je parlais en tout cas de plan, et qu'il y a une orientation en tout cas du gouvernement à travers le ministère de la Santé, donc le plan quinquennal est fini, il y a un nouveau plan 2017 et 2021. Et c'est là, on a maintenant au niveau du département et surtout de la direction nationale, puisque nous avons peu de spécialistes bien entendu en psychiatrie. Donc dans le cadre du renforcement de compétences pour rapprocher en tout cas les soins, en tout cas la population, la politique de payer en la matière, tout le monde le connaît, c'est bien entendu le système de formation continue. C'est-à-dire c'est de transférer le maximum en tout cas de compétences aux agents bien entendu au niveau périphérique pour une prise en charge ou pour bien entendu une référence des malades bien structurés. Et bien entendu, il y a, c'est pourquoi quand je disais bien entendu 1 milliard, vous avez dit, cette année bel et bien, nous voulons bien entendu rénover le centre psychiatrique bien entendu du Point G. Et nous avons au moins 3 régions où, par rapport en tout cas à la provenance des malades statistiques, etc., puisqu'au fait nous faisons, comme pour répondre un peu à Jimmy, nous faisons bien entendu les statistiques au niveau surtout des malades hospitaliers. On voit qu'il y a 19,5 des malades qui sont déprimés. Et par rapport aux mamans des enfants malnutris, il y a jusqu'à 82,5% qui sont déprimés. Et donc pour ce faire, nous allons en tout cas au niveau des infrastructures, essayer en tout cas de mettre au niveau de tous les hôpitaux des régions des compétences par rapport à la prise en charge de la santé mentale, surtout en général et de la dépression en particulier. Et transférer en tout cas les compétences au niveau périphérique, cela va en tout cas passer par l'élaboration des modules de formation, l'élaboration surtout des curricula dans les formations au niveau des écoles, en tout cas des écoles des infirmiers, pour que nous puissions avoir les notions de base afin bien entendu de l'accès en tout cas géographique surtout de cette prise en charge.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités qui sont Ablaye Guindo, il est chef section lutte contre la maladie à la direction nationale de la santé. Jimé Kanté est représentant des syndicats de la santé qui sont actuellement en grève. Ibrahima Kébé, membre du mouvement Mardi Rouge, et Mamadou Diouara, sociologue, il est notre analyse. Rapidement, avant d'en arriver au deuxième axe, monsieur le sociologue, est-ce que les moyens que l'État propose, est-ce que c'est adapté selon vous? Alors vous savez, l'État en gros est caractérisé par ses limites. Quand je dis limite, ce n'est pas dans le sens péjoratif. L'État a une responsabilité d'action pour corriger. Ça nécessite des moyens. Il n'a pas toujours les moyens de couvrir l'ensemble des besoins. Mais ce que j'ai dit et qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect curatif qu'il faut prendre en compte, il y a aussi l'aspect préventif. Cet aspect préventif, ces instruments existent dans notre mécanisme social et culturel. Il faut les réactiver là où c'est endormi. Il faut trouver le moyen de développer dans les grandes villes comme Bamako, où la solidarité mécanique recule au profit de la solidarité organique, de faire en sorte que les gens ne perdent pas toutes les valeurs sociales qui permettent de nous préserver contre beaucoup de pathologies. Et la dépression, comme Jimmy l'a dit, elle touche pratiquement tout le monde, mais les gens arrivent à résister parce que les éléments que nous avons dans notre culture nous permettent de résister. Nous avons une moralité sociale, une interaction sociale, un ensemble, un arsenal d'outils dans notre culture qui nous permettent de garder encore cette interaction et de pouvoir, voilà, comme je le disais tout à l'heure, se mettre au-dessus de certaines choses et éviter de sombrer dans la dépression. Parce que l'isolement est ce qu'il y a de plus dangereux pour quelqu'un qui est sur la voie de la dépression. Quel est l'impact de la chaleur sur la santé au Mali? Maux de tête, apparition de boutons de chaleur sur la peau, fatigue inhabituelle ou épuisement, malaise généralisé. La chaleur extrême met à mal l'organisme des êtres humains. On transpire abondamment et on peut très vite se déshydrater. Pour certaines personnes, les fortes chaleurs peuvent être dangereuses et parfois mortelles. Alors, quel bilan peut-on faire à ces jours? Ablaye Guindo, bilan qualitatif aussi bien que quantitatif, c'est-à-dire le nombre de victimes. Est-ce qu'on a une idée par rapport au nombre de victimes de cette chaleur-là au Mali et quel genre de maladie ça entraîne fréquemment? Ok, merci. Donc je ne peux pas vous dire le nombre en tout cas de victimes. Donc aujourd'hui, parce qu'au fait, les données nous remontent le plus souvent de façon trimestrielle. Et donc, je ne peux pas le dire avec... mais sachez que au début, en tout cas, de chaque période de chaleur, donc il y a des maladies qui sont connues, et que ce soit les maladies à potentiel épidémique et des maladies bien entendu, surtout chez les groupes cibles, c'est-à-dire les vieilles personnes aussi bien que les enfants, où nous faisons bien entendu la sensibilisation au niveau de la radio, et au niveau de la télévision. Et donc, comme vous venez de citer, en tout cas, l'aggravation en tout cas de ces signes qui sont là, et nous avons des groupes cibles en tout cas qui sont bel et bien connus, dont bien entendu nous transférons, nous donnons les messages aux cliniciens de faire énormément attention et bien entendu au CNEX qui est notre organe en tout cas de sensibilisation, d'accentuer la sensibilisation tant au niveau de la télé et pour éviter, introduire les bonnes conduites à tenir, éviter les conduites à risque afin de ne pas s'exposer bien entendu à la chaleur, afin d'éviter bien entendu les conséquences. Donc ça c'est un tout petit peu au début de chaque période. Hein. Donc nous avons nos saisons, nous connaissons en tout cas les périodes où les maladies en tout cas sont les plus, certaines maladies sont le plus souvent spécifiquement cette période de chaleur, nous le connaissions, que ce soit comme je l'ai dit les maladies à potentiel épidémique, les maladies chroniques et nous connaissons lesquelles par exemple aujourd'hui l'hypertension artérielle on peut le dire le diabète, on peut dire bien entendu les AVC et donc la déshydratation qui est en tout cas une cause déclenchante, c'est un facteur déclenchant en tout cas de ces maladies et surtout l'exposition des rayons, on le dit bien entendu pour que les gens puissent l'éviter au maximum. C'est pourquoi on dit éviter les sorties le plus souvent inutiles, sinon pas aussi justifiées
à la chaleur. Ok. Djimé Kanté, vous êtes, c'est vrai, syndicaliste, mais vous êtes également praticien dans le domaine de la santé. Alors, selon votre expérience, est-ce qu'on peut estimer un peu une augmentation de ces affections dues à la chaleur sur les Maliens? Absolument. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation. Moi, je pense qu'il y a une nette augmentation. D'abord, en période de chaleur, nous avons besoin de certaines choses. Nous avons besoin de rafraîchissement, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Et nous savons que de plus en plus, nos États sont confrontés à des problèmes d'eau. Vous verrez que les femmes passent pratiquement une bonne partie de la nuit à chercher de l'eau pour l'amener à la maison et pour se rafraîchir. Donc souvent, nous avons des difficultés à ce niveau. Également, lorsque vous prenez le coût de l'électricité dans nos pays, et en période de chaleur, la climatisation devient pratiquement un luxe. Donc, en ces périodes-là, il serait souhaitable, peut-être qu'on va en venir, il serait souhaitable que l'État mette des conditions préférentielles en place pour qu'en période de grande chaleur, que le prix du kilowatt d'électricité puisse coûter moins cher afin que nous puissions offrir des conditions plus adaptées à nos vieilles personnes et à nos enfants. Donc moi, je n'ai vraiment pas de chiffres. Je pense que la Direction nationale de la santé peut expliquer cela mieux que moi, mais je suis sûr et certain qu'avec ces coupures intempestives, avec chaque fois ces problèmes d'eau, et puisque c'est lié également à la déshydratation, et quand on n'a pas d'eau, surtout encore à Bamako, et allez-y voir dans les villes les plus reculées, dans les villages les plus reculés, je pense que ces différents aspects peuvent expliquer un peu cette hausse. Mais est-ce qu'au-delà de ces maladies qu'il vient de citer, à savoir l'hypertension, le diabète et bien sûr les AVC, est-ce qu'il y a d'autres maladies potentielles quand même pour cette période qui sont très favorables à cette période-là? Il y a beaucoup de maladies. Beaucoup. Bon, moi, c'est difficile pour moi parce que n'étant pas praticien, il est très difficile vraiment de pouvoir rentrer dans ces détails. Okay. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de maladies qui sont là et pendant la période de chaleur qui ressurgissent. Donc forcément, la chaleur a un impact, a une explication par rapport à ces choses-là. Nous recevons quand même dans nos hôpitaux beaucoup plus de malades en période de chaleur qu'en temps normal. Tout n'est pas forcément lié au simple fait, voilà. Oui, mais monsieur Mamadou Diouara, alors vous êtes sociologue, analyste. Comment expliquer ce phénomène, c'est-à-dire l'impact de la chaleur sur la santé des Maliens en général? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, vous savez, quand on regarde les sociétés, toutes les sociétés du monde construisent leurs habitudes et leur culture en fonction des contraintes géoclimatiques, de leur espace, de leur environnement. Spécifique du Mali. Non, j'arrive. Le Mali est un pays sahélien, un pays qui est au niveau des tropiques, donc il y a une culture de chaleur. Et nous avons un certain nombre d'habitudes culinaires. Nous avons des habitudes de comportement. Nous avons certaines pratiques que les gens attribuent uniquement à la culture, mais qui en fait sont le fait des constats de nos aînés pour permettre de répondre aux besoins de santé. Je vous donne un exemple. Au nord, il est très courant que pendant la journée, en temps de chaleur, les gens font du lait très dilué, hyper dilué, que certains appellent zrik. Quand vous partez à Gao, il y a la crème blanche qu'on fait. C'est un aliment qui permet de réhydrater le corps en période de forte chaleur. Il y a un certain nombre d'habitudes que les gens ont. Les gens aménagent toujours une cour avec un certain espace pour avoir de l'air qui circule. Aujourd'hui, avec la modernité, quand vous regardez à Bamako, nous avons des petits lots qui sont construits, des maisons serrées, collées. On a des constructions anarchiques. On ne tient pas compte de la circulation de l'air. Et donc, ça renforce encore les effets de la chaleur sur la santé des hommes. Il y a des habitudes alimentaires que nous avons abandonnées. Je pense que c'est très important que les gens visite encore l'ensemble de l'arsenal que met à notre disposition notre culture, qui est adaptée aux conditions réelles de notre environnement. Aussi, encore une fois, comme Djimé l'a dit, il faudrait que l'État, qui est le principal responsable de la santé de tous, comme le dit la Constitution, prenne des mesures tendant à faciliter la vie aux gens pendant ces périodes. Parmi ces mesures, il y a l'aménagement des villes, ça c'est très important. Les plans d'urbanisation qui permettent d'avoir des espaces verts, des espaces de réoxygénation de l'air.
qu'on arrive à réduire considérablement la pollution, parce qu'aujourd'hui, en temps de chaleur, quand vous quittez votre service pour aller à la maison, le nombre la quantité de carbone que vous inhalez en cours de route, c'est énorme. Et ce gaz-là, il quitte directement le moteur chaud, ça renforce encore l'épreuve à laquelle vous êtes soumise dans la circulation. Donc il y a beaucoup de choses, il y a aussi des politiques de reboisement qui permettent peut-être d'atténuer un peu. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, je parle sous le contrôle des spécialistes, on constate que la chaleur augmente à Bamako. Le Sahel, si je peux dire, le Sahara est en train d'avancer. Et le climat que nous avions il y a 20 ans au nord est celui exactement que nous avons aujourd'hui à Bamako. Parce qu'on n'a pas pris les mesures. La surpopulation, l'augmentation spectaculaire de la population n'a pas été suivie par les mesures de reboisement et d'aménagement qui permettent d'éviter que la situation devienne de plus en plus dramatique. Ok, Ablaye Guindo. Oui. Quelles sont les solutions que l'État propose? Sinon, quels sont les palliatifs? D'accord, les palliatifs, merci. C'est tout qu'on fait sur le plan préventif, comme je l'ai dit. C'est un tout petit peu informer, sensibiliser la population par rapport à l'effet de la chaleur. Et sur le plan curatif, prise en charge, c'est de disponibiliser, bien entendu, les médicaments qui, bien entendu, sont indiqués en cette période bien précise. Et informer, sensibiliser aussi bien les cliniciens pour faciliter en tout cas la prise en charge. Et pour ce faire, donc il y a toujours un plan de communication et un plan bien entendu, toujours un plan qui est élaboré pour aviser et pour donner un coup, faire un plaidoyer auprès en tout cas des décideurs par rapport à cela. Donc voilà un tout petit peu, nous avons je crois tout dernièrement fait en tout cas une émission avec Mali Météo, je crois, à la journée mondiale de la météorologie, donc où nous avons en tout cas sur le plan santé publique et épidémiologique, nous avons bien entendu un classement des périodes qui nous permet en tout cas de diviser l'année en semaines et qui nous permet vraiment de contrôler et de voir en tout cas les maladies surtout à potentiel épidémique, mais aussi comme je l'ai dit, parce que je n'ai cité que quelques maladies chroniques, sinon ça accentue tout. Et donc dans la prise en charge surtout des maladies chroniques, nous venons tout de suite bien entendu au cours des CROCEP, dans l'orientation stratégique en tout cas pour les planifications, nous venons de demander à chaque les 65 districts de mettre bien entendu une place prépondérante à la prise en charge surtout des maladies et les maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles, le plus souvent dont nous connaissons les facteurs en tout cas aggravants et nous connaissons les facteurs de risque, bien entendu pour en tout cas organiser les services par rapport à cela. Et quand on parle de facteurs, il y a toujours en tout cas la saison qui joue un rôle qui est là. Voici un tout petit peu ce que nous... Merci. Ibrahima Kébé, alors vous dites trop c'est trop. La chaleur aussi c'est trop. Est-ce que vous avez une idée par rapport à une solution ou un palliatif par rapport à cette situation? Tout à fait. En écoutant le représentant, on peut le dire, du gouvernement, on se rend compte en réalité qu'ils n'ont pas la volonté de s'attaquer à la source du mal. Parce que s'il y a un problème, il faut chercher à comprendre d'abord d'où vient le problème, comment le problème est venu. En fonction de ça, on pourra trouver une solution. Diawara l'a évoqué un peu brièvement. Mais ce n'est pas les questions de sensibilisation, de communication qui pourront trouver la solution à cette question-là. Il s'agit bel et bien d'une question de volonté politique. Et cette volonté politique-là, c'est ce qui manque à nos autorités actuelles. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment que nous parvenons à être vraiment souverains. Il a dit dans son intervention qu'il faut vraiment que le coût de l'électricité soit à un niveau où le citoyen là-bas peut vraiment payer l'électricité, etc. Mais ce n'est pas possible. On se rappelle, il y a juste quelques années, les institutions de Bretton Woods ont dit que voilà, le prix de l'électricité vraiment est moins cher en République du Mali et qu'il faut augmenter. Et ça a été augmenté. Al-Khali Keïta a démontré A plus B que le coût peut être vraiment à la portée des citoyens maliens, mais la conclusion, on le sait. Donc en réalité, le problème en tant que tel, il ne s'agit pas de dire que voilà, les gens seront pris en charge et les médecins sont en grève aujourd'hui. Mais la prise en charge, elle est où? Il faut qu'on soit clair par rapport à cette question. Donc c'est pourquoi on dit à Seradana en réalité. Je voudrais, s'il vous plaît. Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Ok, rapidement, M. Ablaye Guindo, votre réaction. Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est là, le sociologue peut le dire, et il a ébauché. Il y a ce qu'on appelle le changement climatique.
qui est aujourd'hui un phénomène mondial dont bien entendu le monde est en train de faire face, s'il vous plaît. Le réchauffement que ce soit le réchauffement climatique, etc. C'est vrai ce que vous dites, c'est pas la porte, ne déplaçons pas, en tout cas j'ai parlé en tout cas sur le plan sanitaire, par rapport en tout cas à ce que nous faisons, à la gestion surtout de la maladie. Mais maintenant quand il s'agit bien entendu de la santé, ça c'est un état de bien-être général en dehors seul de maladie. Donc cela nous interpelle tous. Donc je l'appelle encore une fois, nous faisons face vraiment à ce changement climatique. Cela peut nous permettre vraiment de changer de fusil d'épaule, en tout cas face en tout cas à certains événements qu'on appelle des événements, il faut l'appeler comme ça, des événements au niveau mondial. Merci. D'accord, le temps tout juste de signaler que vous suivez le grand dialogue du studio Tamani qui parle de la santé au Mali. Quel est l'état des lieux? Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Abdoulaye Guindo, chef section lutte contre la maladie à la Direction nationale de la santé, Djimé Kanté est représentant des syndicats de la santé, Ibrahima Kébé, membre du mouvement Mardi Rouge et Mamadou Djouara, sociologue, notre analyse. Depuis le 9 mars dernier, les centres de santé et les hôpitaux sont paralysés par une grève illimitée déclenchée par deux grands syndicats, à savoir le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale. Si la situation sanitaire du pays était déplorable auparavant, ne s'est-elle pas davantage dégradée depuis? Suivons ces témoignages, nous allons en venir à ça, mais comment soigner notre famille? Alors, est-ce qu'il y a une chance d'aboutir à une évolution positive et rapide? Djimé Kanté, vous qui êtes au parfum des choses, est-ce qu'il y a des négociations actuellement où on est en train de diffuser ces débats? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Il y a des négociations en cours à l'heure où je vous parle. Juste avant de rentrer d'ailleurs dans ce studio, j'ai reçu un message pour me dire un peu comment est-ce que les choses se déroulent. C'est vraiment regrettable que nous soyons arrivés vraiment à déposer un préavis de grève et surtout à consommer une grève en République du Mali en ces périodes de forte chaleur. Vous savez, cette grève, si vous me le permettez bien, a une histoire. Elle a débuté il y a un peu longtemps, c'était depuis 2012 où à la sortie du congrès statutaire du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, des doléances ont été déposées sur la table du gouvernement, et pas pour forcer le gouvernement à quoi que ce soit, mais pour mettre un cadre de concertation sur place. Mais venez-nous en faire, là où nous sommes, est-ce qu'il y a une négociation en cours? Est-ce qu'il y a une chance d'aboutir à une évolution positive et rapide? Bon, je pense que c'est le gouvernement qui est mieux placé pour répondre s'il y a une chance d'aboutir, parce que nous, notre grève a été déclenchée dans la règle de l'art. C'est-à-dire que nous avons déposé un préavis. Nous sommes un syndicat reconnu légal qui a déposé un préavis conformément à la Constitution du Mali et conformément aux conventions internationales ratifiées par le Mali. Donc nous sommes dans la légalité. Et maintenant, la grève a été déclenchée. Elle est légale, elle est légitime. Maintenant, quant à son aboutissement, cela incombe au gouvernement. Mais des négociations sont à court. Nous avons déjà eu plusieurs séances de rencontres. Et la dernière rencontre avec la plus haute autorité, c'est avec le Premier ministre qui a eu lieu avant-hier et qui a instruit au ministre concerné vraiment d'ouvrir le dialogue avec nous pour trouver une solution. Des négociations ont eu lieu hier dans l'après-midi, ça a commencé aux environs de 16h jusqu'à 22h et aujourd'hui encore à l'heure où je vous parle, je pense que les représentants des syndicats sont encore dans la salle avec les autorités pour essayer de trouver une solution. Il y a des avancées, mais encore à ma connaissance, il n'y a pas d'accord. Ok, vivement qu'une solution soit trouvée à ces problèmes. Mais on va revenir à vous, M. Guindo. Est-ce qu'il y a, selon votre connaissance en ce moment même, est-ce qu'il y a une chance d'aboutir à une évolution positive rapide? Comme en toute sincérité, je ne savais pas bien entendu qu'on allait même parler quand même de grève. Notre souhait le plus ardent est qu'il y ait en tout cas une solution en tant qu'agent de santé. Ça c'est clair qu'il y ait une solution pour que réellement nous puissions en tout cas, parce que nous sommes tous soucieux aujourd'hui de la santé de cette population. Nous sommes des hommes assermentés et nous sommes en tout cas des Maliens dignes de ce nom et nous voulons en tout cas exercer notre métier. Donc notre souhait le plus ardent est qu'il y ait bien entendu une solution le plus urgente et le plus rapide. Voilà. Alors, monsieur l'activiste Ibrahima Kébé, vous dites trop, c'est trop.
vous réclamez votre droit à la santé. Alors, que dites-vous à ce stade-là? Nous pensons que les services de santé ont raison d'aller en grève, c'est leur droit. C'est le droit le plus absolu. Mais notre droit aussi, conféré par notre Constitution en son article 17 aussi, c'est la santé, c'est l'éducation. Nous, en tant que citoyens, nous exigeons le respect strict et sans délai de nos droits, c'est-à-dire le droit à la santé et à l'éducation. Et dire que le gouvernement en tant que tel pouvait éviter cette situation-là aujourd'hui. Dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui pour satisfaire certaines revendications, nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que le ministre de l'économie l'a dit que l'économie malienne se porte très bien. Nous savons les dépenses que l'État, chaque jour, que l'État engage à travers le pays, c'est énorme. Mais pourquoi attendre après des 30 jours pour ne pas satisfaire? Surtout si je ne me trompe, on peut me rectifier. L'État avait déjà dit que les points de revendication étaient vraiment salutaires. L'État avait même donné 45 jours pour satisfaire, si je me trompe, qu'on me rectifie. Mais ils ont attendu plus de 3 mois après, jusqu'à preuve de contraire. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une question de manque de volonté? C'est ce qu'on se pose. Mais tout ça là, c'est entre l'État et les services de santé. Mais nous, en tant que citoyens, nous avons décidé, pas le mouvement Mardi Rouge, mais c'est le nom de l'activité en tant que tel. Nous avons décidé d'appeler le mardi passé 4 avril, effectivement, à ce que les gens portent le rouge, quelque manière que ce soit, pour dire vraiment nous ne sommes pas d'accord avec tous ces morts-là. Et le responsable est connu et l'histoire retiendra ça. Ok. Monsieur Kanté, le syndicaliste. Oui. Alors, est-ce que la grève peut être plus dure que ça? C'est une question qu'on se pose. Bien sûr, vous savez, le syndicat... Plus dur que ça? Oui, ça peut être plus dur que ça. Mais ce que nous avons décidé, c'est de renforcer ce service minimum. Parce que, vous savez, dans ce pays, nous sommes un pays où vraiment il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a des religieux, il y a nos vieilles mamans, il y a aussi le réseau des communicateurs traditionnels et la société civile qui s'est fortement impliquée pour que la situation puisse être moins dure pour le pauvre citoyen. Donc c'est pour toutes ces considérations que le service minimum se trouve aujourd'hui très renforcé à certains niveaux. Maintenant, on va observer, et à un moment donné, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Il va falloir que ces revendications soient satisfaites. Autrement dit, nous allons être obligés de nous en tenir strictement au service minimum et pourquoi pas ne même pas supprimer ce service minimum lorsqu'il y a des activités de sabotage. Parce qu'une grève déclenchée dans la règle de l'art, lorsqu'il y a des activités de sabotage du gouvernement, amener par exemple, réquisitionner des gens ou forcer les gens à travailler, ça peut pousser le syndicat à arrêter le service minimum. Mais nous souhaitons que nous n'en arrivons pas là. Parce que c'est une grève très facile aujourd'hui à gérer. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est peut-être pas nous. Peut-être que l'État a suffisamment de moyens pour nous, mais que l'État s'est dit, bon voilà, si nous donnons satisfaction aux socio-sanitaires, peut-être que d'autres aussi vont revenir. Sinon, nous avons des revendications légitimes. Nous ne sommes pas maximalistes. Nous avons des revendications tenables par notre pays et nous avons beaucoup vu à la baisse, depuis le déclenchement de la grève jusqu'à maintenant, nous avons vraiment revu à la baisse nos ambitions et nous pensons que normalement, ça ne devrait plus poser problème et nous ne comprenons pas. Ok. Mamadou Diouara. Alors, moi, je vais soigner les membres de ma famille. Alors, je n'ai pas la solution. Un palliatif. Est-ce que les tradipraticiens seront une alternative ou l'automédication, selon vous? Je ne conseillerais surtout pas d'aller à l'automédication. Encore moins toute chose qui peut encourager à se détourner de la santé publique, de la santé... Mais nous avons des tradipraticiens qui sont en train de faire des merveilles dans ce pays. Les tradipraticiens, j'ai l'habitude de les consulter, mais ils ont leur rôle à jouer. La santé a son rôle à jouer. Les hôpitaux ont leur rôle à jouer. C'est complémentaire, ce n'est pas contradictoire. Seulement, il faut savoir le faire avec intelligence. Il ne faut surtout pas chercher à remplacer l'un par l'autre parce que ça ne réussira pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je me réjouis beaucoup d'entendre Jimmy dire que la société civile, les religieux, cet ensemble de relais de notre culture se sont saisis de la question pour aider à trouver des solutions. C'est justement ce qu'il faut. Parce que, vous savez, la grève, moi j'ai eu la chance de faire cet exercice syndical étant étudiant. La grève, c'est toujours la conséquence d'une rupture de confiance entre les acteurs.
chaque acteur a un rôle à jouer. Si les gens n'étaient pas convaincus de ce pourquoi ils sont engagés, ils ne seraient pas en train de faire leur travail. Mais quand une organisation syndicale, dans les règles de l'art, formule des revendications, pose cela à l'État, lorsque ce n'est pas tenable par l'État, il faut trouver le moyen de communiquer et de mettre l'autre en confiance. Quand on ne peut pas satisfaire tout, il faut prendre des mesures de renforcement de la confiance et montrer la bonne volonté pour mettre le partenaire, rassurer le partenaire que le reste va. Je pense qu'il faut faire une interpellation à nos autorités à ce niveau, à travailler beaucoup sur la communication. Je pense que dans notre pays, l'une des choses qui manque beaucoup au Mali, c'est la communication. Dans toutes les crises que nous avons, vous allez trouver qu'au niveau communication, l'État a été défaillant. Parce que ce n'est pas forcément que l'État ait de mauvaise foi. Aucun dirigeant ne peut se réjouir qu'une telle situation se passe sous son mandat. Ça a des conséquences négatives sur lui, même s'il n'est que motivé par les intentions politiques. Mais quand on ne sait pas s'y prendre, enfin, je ne dis pas quand on ne sait pas s'y prendre, quand on s'y prend mal en termes de communication, en termes de relations avec les partenaires, ça aboutit à des situations comme ça. Mais derrière ça, il y a quand même une responsabilité grave. Kébé l'a dit, c'est un droit constitutionnel garanti, l'accès à la santé. Et c'est la responsabilité de l'État de rendre ce service accessible. Au regard de cette responsabilité hautement mentionnée dans la Constitution, l'État ne doit pas en aucune manière se permettre le luxe de laisser une telle situation arriver, parce que la santé, ce n'est pas un secteur comme les autres. Mais dans ces cas, l'État est poursuivable. Quand dans la santé, je ne vais pas dans le débat de la poursuite, mais je vais surtout dans le débat de la responsabilité. Parce que chacun d'entre nous a au fond de lui une conscience qui est son juge et qui le condamne et qui le sanctionne. J'en appelle à ce jugement. Et je dis, dans la santé, quand il y a un manquement, ce n'est pas des chiffres qui sont en jeu, c'est des vies qui sont en jeu. Et dès qu'on perd une vie, c'est déjà de trop. C'est insupportable, c'est inacceptable. C'est pourquoi l'État doit prendre toutes les mesures. Tous les secteurs peuvent aller en grève. Ça peut se gérer dans le temps. Mais la santé, ce n'est pas comme ça. Donc je pense qu'il faut prendre des mesures pour que ça puisse se régler. Et j'ai entendu tout de suite me dire que depuis 2012, les revendications en question sont déposées sur la table. 2012-2017, ce n'est pas quand même 2 jours, quoi. D'accord. Rapidement, Ibrahima Kébé. Oui. Alors, est-ce que vous avez des propositions de solutions alternatives? Solution alternative, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit, si je dis l'État, je parle des autorités, des hautes autorités, ils doivent vraiment respecter leur engagement. C'est le plus important. Et j'insiste, ça relève de la question de volonté politique. Aujourd'hui, si Ibeka tombe malade, il prend son avion pour aller en France. Aujourd'hui, si un des membres de son entourage tombe malade, ils vont prendre leur avion pour aller en France. Et nous qui sommes à Talahandak, par exemple, on n'a pas cette chance-là. Nous qui sommes à Djamelikunda, on n'a pas cette chance-là. Ou ceux qui sont, par exemple, à Faux, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là. Donc ça relève réellement de la question de volonté. Deuxièmement aussi, même il faut prendre le budget sur la question d'évacuation sanitaire par an. Mais le citoyen lambda n'a pas la chance de bénéficier à ça. Donc la question de volonté politique est réelle, même par rapport à la question du réchauffement climatique. Il faut voir la question de déchets nucléaires sur le Sahara. Donc rapidement, M. Kanté, en quelques secondes, votre réaction. Justement, c'est très important ce que je veux dire. Vous avez cette grève, c'est une grève qui nous a été imposée, qui a été entretenue par l'État et qui a été encouragée par l'État. C'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que comment est-ce qu'un préavis de grève peut être déposé et qu'on attend de 21 jours qu'il n'y ait pas de négociation? Ça, c'est important ce que je veux dire. Et ensuite, lorsque les négociations ont commencé, il a fallu attendre plus de 20 jours pour que nous soyons rencontrés. Les débats vont continuer. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres, posez-nous vos questions également sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahima Diallo. Elle est mise en onde par Salim Djouara et Aliou Sidibé pour la présentation. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.